Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de prendre le temps de faire ce podcast qui s'appelle Femmes d'impact. Et donc, aujourd'hui, ça va vraiment être une discussion à propos de notre vision, de votre vision du succès, du leadership et des femmes, dans le fond, dans le milieu de l'impact social. Donc, tout d'abord, si vous voulez vous présenter, je sais que vous avez quand même un très bon parcours. Vous avez commencé en France, vous avez gradué de l'ESSEC, vous avez fait du conseil, de l'audit. Si vous voulez nous parler un peu de tout ça, puis de comment vous êtes rendu jusqu'où vous êtes maintenant. Ok, merci déjà beaucoup pour l'invitation. Oui, en effet, comme tu l'as dit, donc j'ai commencé, moi j'ai étudié en France, donc une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Ça fait un petit bout maintenant, et j'ai commencé en finance. Donc plutôt les métiers de l'audit d'abord, puis les métiers du conseil en fusion-acquisition en Angleterre. OK. Voilà, et j'ai fait un move vers ce qu'on appelle l'économie sociale en 2009. Après la crise de 2008, en fait en 2008, moi je travaillais dans une entreprise, dans une PME, j'avais déjà quitté le conseil, je travaillais dans une PME dans le monde du recyclage de métal, voilà, gestion des déchets. Et on a été très impacté par la crise de 2008, très impacté, ce qui fait que j'ai dû gérer des vagues de licenciements dans des conditions très difficiles humainement. Et ça m'a fait vraiment réfléchir à comment je peux faire du business, mais autrement, plus aligné avec mes valeurs. Et c'est là que j'ai découvert l'économie sociale. Et donc, depuis 2010, maintenant, je suis dans l'économie sociale et depuis 11 ans au Québec. Wow. Félicitations. C'est vraiment un beau parcours que vous avez. Et, mais on voudrait aussi sortir du professionnel aujourd'hui, puis en apprendre un peu sur vous, puis comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Donc, on va passer sur un petit segment qui s'appelle 60 secondes. Donc, en 60 secondes, je vais vous poser le plus de questions possible. Et votre objectif, c'est de répondre le plus facilement possible avec la réponse qui vous vient en tête rapidement. Donc, pas besoin de grosses descriptions. C'est vraiment très simple. C'est parti. Donc, combien de cafés par jour? 4. Le week-end, c'est pour sortir ou se reposer? Occuper les enfants et tenter de se reposer. Good. Si vous n'étiez pas consultante, qu'est-ce que vous seriez? Prof de plongée sous-marine. Cool. Paris ou Montréal? Joker. Être productif le matin ou être productif le soir? Soir. Le plus beau voyage de votre vie? Colombie. Une erreur que tous les jeunes consultants font? Manquer d'humilité. Un conseil que vous auriez aimé avoir à 20 ans? Tu peux rebondir, c'est pas vrai que toute ta carrière se décide dans tes premières années. Super. L'audit ou le conseil pour débuter sa carrière? Ça dépend si tu es correct comme Joker. Bon. Deuxième. Votre film préféré? Alors, je suis vraiment pas cinéphile, mais je vais répondre mon opéra préféré à la place. J'arrive au bip. Super, non, c'est fini. C'est bon? Yes. Mais merci beaucoup. J'espère que ça ne vous a pas trop déstabilisé. Non, c'est bon. Question difficile, certaines trop difficiles. J'ai utilisé 2 jokers, j'avais le droit à 1. Ouais, c'est correct, c'est correct. Non, mais je comprends. Peut-être qu'on va pouvoir y revenir en détail un petit peu plus tard si vous voulez. Mais donc, on va tout de suite poursuivre, dans le fond, en parlant de l'impact social. Et dans le fond, on aimerait savoir, c'est quoi l'impact social pour vous? Parce que vous avez dit que ça fait comme beaucoup d'années que vous êtes là-dedans. C'est quoi l'impact social? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, je vais juste préciser, ça fait donc plus de 15 ans maintenant que je travaille dans l'économie sociale. L'économie sociale, c'est un modèle économique qui vise à créer de l'impact social. Mais on peut avoir de l'impact social autrement. On peut avoir de l'impact social en dehors de l'économie sociale. Ouais. On peut être dans un organisme communautaire, avoir de l'impact social. On peut, on en discutait off juste avant, les enseignants ont une forme d'impact social. Donc moi, je suis comme plus à l'aise de te parler de l'impact social au sein de l'économie sociale, parce que c'est plus ça mon expertise. Donc, c'est vraiment, l'idée de l'économie sociale, c'est vraiment de dire, c'est du business, c'est des règles de business, c'est pas le monde des licornes là. Simplement, l'objectif, la finalité, c'est l'impact. Donc, l'impact social, c'est hyper large. Donc, dans les entreprises d'insertion, par exemple, ou les entreprises adaptées, qui sont 2 types d'entreprises, de modèles que je connais mieux, mais c'est vraiment par rapport à l'impact, c'est la capacité qu'on a à aider des personnes à réintégrer le marché de l'emploi. Donc, des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Quand j'étais chez Resto Plateau, l'impact social, il était aussi alimentaire. Donc, on avait un impact en sécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment hyper large, mais l'idée, c'est de dire, entre avant et après l'intervention que tu as eue, il y a une amélioration d'une condition sociale, quelle qu'elle soit. Très large comme définition, là. Mais il y a énormément de situations ou d'exemples différents. Okay. Et tu fais ça, l'économie sociale, c'est que tu fais ça avec des outils business, entre guillemets. C'est ça la spécificité. Ça reste,
Ça reste du commerce. Je pense que c'est un milieu intimidant pour plusieurs personnes qui étudient en commerce. Comment vous le voyez, vous, pourquoi vous avez passé du conseil, de l'audit, qui est un milieu très professionnel, à l'économie sociale? Qu'est-ce qui a vraiment motivé votre choix? Moi, c'est vraiment une expérience de vie. C'est vraiment la crise de 2008 dont je parlais en introduction, où j'étais donc dans une entreprise dans le milieu des déchets. Et la petite histoire, c'est que je travaillais pour deux individus, deux entrepreneurs qui étaient des serial entrepreneurs là, et qui avaient en fait acheté des entreprises, grossi, revendu, racheté, revendu, etc. Donc, c'est des gens qui avaient énormément d'argent. Et qui venaient déjà racheter cette boîte-là dans laquelle j'avais été embauchée comme directrice adjointe. Et il y a eu un côté en fait schizophrénique où tu as ton côté business où tu sais très bien que si l'entreprise va mal et qu'il n'y a plus de business qui rentre parce que c'est la crise, tu ne vas pas garder des gens à rien faire, donc tu fais des plans de licenciement puis tu congédies. Et ça, tu le comprends très bien avec ton côté ESSEC, business rationnel. Ouais. De l'autre, tu te dis, aurait-on pu faire différemment si les priorités avaient été dans un autre ordre? Aurait-on pu sauver une partie de ces emplois-là, réassigner les gens sur des tâches? Et donc, en fait, c'est cette idée que moi, je me suis dit, je voudrais changer l'ordre des priorités. C'est-à-dire que dans l'économie sociale, il y a le mot économique et il est hyper important. Simplement, c'est de dire qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise les résultats économiques avant tout? Ou est-ce que l'outil économique, il est au service. Ce n'est pas une fin en soi, mais il est au service d'un impact, d'une mission sociale. Donc moi, c'est vraiment cet événement-là. Je pense que j'avais déjà fait du bénévolat, j'avais déjà cette réflexion-là, mais avant, je le voyais un peu en mode, j'ai mon travail du lundi au vendredi et je suis utile à la société le samedi et le dimanche. Ouais. J'avais un peu cette vision. Et en fait, c'est vraiment un choix très personnel de dire, en fait, c'est trop schizophrénique. J'ai besoin que ça soit aligné et j'ai besoin de me sentir alignée 7 jours sur 7. Ouais. Et je n'ai pas 2 personnalités et je n'ai pas 2 sets de valeurs, un pour le travail et un pour ma vie. Donc c'est ça, c'est ce besoin d'alignement qui a fait que j'ai rejoint l'économie sociale et qui me guide encore dans toutes mes décisions jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je sois alignée avec mes propres valeurs. Oui, absolument. Puis, je pense que ça, c'est un enjeu qui est très, très, très commun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étudient en commerce présentement qui ne voient pas nécessairement comment ils pourraient s'accomplir en tant que personne dans ce milieu-là. Mais je trouve que c'est important de démocratiser justement ce milieu d'économie sociale, parce que s'il y a des gens qui peuvent s'accomplir là-dedans puis qu'ils trouvent leur voie, c'est important qu'ils sachent que c'est quelque chose qui existe et qui est faisable. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes-là, dans le fond, qui doutent un peu, comme qu'est-ce que vous leur diriez pour essayer de vanter un petit peu l'économie sociale? Je pense que, en fait, je n'aurais pas le goût de vendre nécessairement l'économie sociale. Pas au départ. J'aurais surtout le goût de dire, puis c'est quand j'enseigne ou quand j'interviens dans des milieux étudiants, c'est un peu ce que je dis, c'est le plus important, c'est de se connaître soi-même à la base. Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde, l'économie sociale, c'est pas pour tout le monde. KPMG, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, moi, j'ai fait les deux, puis j'ai adoré les deux. Okay. J'ai adoré, moi, le conseil en fusion-acquisition, j'ai adoré ça. Et je ne regrette pas et je le referai pas là, mais je suis vraiment contente d'avoir fait. Mais je pense que la clé, c'est de comprendre comment on fonctionne, puis d'être bien clair avec soi-même. Tu sais, quand je suis passée du monde de la fusion-acquisition à l'économie sociale, j'ai divisé mon salaire par 2. Ça a des impacts concrets. Concrètement, là, tes potes là, qui, eux, ont continué la carrière conseil et qui te disent « Viens, samedi soir, t'es jeune à cette époque-là, t'as pas d'enfant comme maintenant. Viens, on va au bar de l'hôtel, je sais pas quoi, puis tu sais que quand tu vas là, c'est champagne pour tout le monde. Puis t'as juste plus les moyens de cette vie-là. Donc ça impacte aussi tes choix, tes amis. Ça impacte une forme de ta vie sociale, tes capacités d'économiser. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis si ton objectif de vie, c'est de maximiser ton salaire, c'est correct. Fais pas semblant que ce n'est pas le cas. Reconnais-le, puis va travailler en conseil. Donc, l'important, c'est d'être au clair sur ce qu'on veut et ensuite de faire des choix cohérents avec ce qu'on veut de façon vraiment transparente avec soi-même. Est-ce qu'en tant que femme, vous sentez que vous ameniez une vision qui est un peu différente des fois dans certains aspects, dans certains milieux qui sont plus majoritairement dominés par les hommes? Oui. Alors là, il faut que je te réponde en 2 temps parce que les choses ont évolué. Moi, je suis sortie de l'école en 2004. Les choses ont quand même vraiment beaucoup évolué. Mais je vais te raconter une anecdote pour t'illustrer. Quand j'étais en conseil en fusion-acquisition à Londres,
Puis c'est une anecdote que je raconte souvent, mais un vendredi soir, je me rappelle très bien, il devait être 19h, j'étais encore au bureau, on était en open space, et là je vois, moi j'étais pas loin de la couloir pour sortir, et je vois une partenaire de l'équipe de dette qui passe devant mon bureau, et puis on n'était plus très nombreux à cette heure-là quand même, et elle me dit, tu pars bientôt? Je lui dis oui, je pars bientôt, je finis un truc, je m'en vais. Et elle me répond, bon, moi aussi je m'en vais avant que mes enfants ne se souviennent plus de qui je suis. Et là, toi, tu as 25, 26 ans et tu regardes ça et tu te dis, tu vois, ça s'est passé il y a 20 ans, puis je me rappelle comme si c'était hier, tu te dis, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, le modèle qu'on avait à l'époque, c'était ça. C'était que pour être associé dans un gros cabinet de conseil, etc., il y avait ce côté sacrificiel un peu. Donc c'est sûr que moi, ça me posait des questions. Mais ça a énormément, énormément bougé. C'est plus autant comme ça aujourd'hui. Puis en plus, là, je te parle de l'Angleterre, puis si on est au Québec, c'est vraiment différent. Donc, donc la réponse c'est est-ce qu'il y avait un regard qui était différent en tant que femme? Il y avait, à l'époque où j'étais dans des boîtes comme conseil, etc., il y avait ça qui était différent. C'est-à-dire, en gros, on avait l'impression que, comme femme, on devait faire un choix. C'était carrière ou équilibre de vie. La famille. Voilà, donc ça, c'était comme quelque chose que je pense en tout cas, moi, je l'ai senti, cette pression-là, de faire ce choix-là. Et après, une fois que j'ai passé dans l'économie sociale, honnêtement, non, j'ai pas le sentiment que quand je regarde le comité de direction ou groupe Ares où j'étais à Paris, c'était à peu près réparti hommes-femmes. J'ai pas l'impression qu'il y avait de différence vraiment dans nos apports ou dans nos façons de voir les choses. Mais c'est bon signe. C'est exact. signe de progrès quand même, parce que ça, je pense que ça n'a pas toujours été le cas non plus. Mais c'est peut-être le milieu aussi. Le milieu qui affecte ça. Oui, c'est vrai que oui. Super. Donc, au sein de votre parcours, vous avez quand même eu justement différents emplois, différentes manières de vous accomplir à travers votre travail. Et je pense qu'il y a plusieurs femmes présentement qui se projettent un peu dans le futur, puis ont de la difficulté à s'imaginer où est-ce qu'elles vont être dans 20 ans, puis c'est quoi les étapes pour y arriver. Parce que c'est des gens qui veulent réussir, c'est des gens qui veulent atteindre le succès. Tu sais, on parle souvent de succès en commerce, puis tout ça. Je pense que chaque personne a une vision différente du succès. Exact. Vous l'avez mentionné à travers vos expériences. Vous vous accomplissez différemment que d'autres personnes. C'est quoi la définition du succès, selon vous? Ça, je vais, comme à mes étudiants, je réponds toujours ça dépend. Non, c'est quand même, je crois que c'est extrêmement personnel. Mais donc, ça veut dire que la difficulté, c'est pas tellement d'y arriver à ce succès. C'est plutôt de dire, c'est quoi ma définition? Et ensuite, d'assumer ses choix. Tu sais, quand je lis la presse, je sais pas moi, Le Monde par exemple, un quotidien français, et que des fois à la page, je sais pas où, je vois, ou dans les articles, parce que je le lis plus en papier, là, sur mon téléphone, je vois par exemple des avis de nomination. Okay. Et là je vois, je sais pas moi, LVMH vient de nommer son nouveau directeur financier, et là je reconnais les gens, c'est des gens de ma promo. Donc c'est des gens qui sont sortis en même temps que moi, et là je vois passer dans les médias des histoires comme ça où ils sont devenus directeurs financiers de je ne sais pas quel gros groupe coté au CAC 40. Ça, là, il faut que tu sois bien clair avec tes choix quand tu vois ce que je veux dire. Parce que, mine de rien, moi, j'ai été formatée comme ça. Hein, j'ai été formatée dans mes études, donc il y a 25 ans, ou presque 25 ans, à le succès, c'est ça. Le succès, c'est le plus gros poste possible, dans la plus grosse boîte possible. C'est comme ça que j'ai été formatée. C'est pas le choix que j'ai fait, mais je vais pas te mentir. À chaque fois que je lis un petit avis de nomination, j'ai un petit comme ça, pour vrai. Mais ça dure très, très peu de temps. Mais je l'ai quand même, ce petit « Ah, c'était ça qu'on m'avait dit que j'aurais dû faire. Donc, lui a eu du succès et pas moi. » Tu sais, ça dure maintenant, aujourd'hui, ça dure un quart de seconde. Et après, je me rappelle pourquoi j'ai fait tous ces choix-là et que ce n'est pas ma définition du succès. Mais ce n'est pas si simple de savoir c'est quoi ta définition, à toi personnelle, et d'ensuite de ne pas... d'avoir la force de ne pas vouloir rentrer, de ne pas être dans le moule, en fait. Parce que je l'ai fait, le choix. J'aurais pu rester en conseil. Mais c'est ça. Donc, depuis 1 an, je suis... 9 mois à peu près, je suis de retour à mon compte. Oui, j'ai eu des postes de direction dans des structures PME ou grosses PME.
Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'une très grosse entreprise. Ouais. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, en fait, pas du tout. C'est juste qu'on est un peu formaté quand même dans les écoles de gestion. Mais c'est un peu ce mythe Ouais. que l'argent et être vice-président d'une grande Le entreprise. titre, l'entreprise qui est connue, ça. Et ça, ben, je pense, d'abord, tout le monde peut pas y arriver, il faut être honnête là. On est combien à sortir par année là voilà. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde déjà. Mais 2, ça ne va pas rendre heureux tout le monde non plus. En fait, c'est ça surtout le truc. Et en fait, il ne faut pas viser et rechercher à tout prix un truc. Voilà. Après, je ne pense pas qu'on puisse nécessairement savoir quand on sort à 22, 23, 24 ans, nécessairement exactement ce qu'on veut. Moi, j'ai eu la chance de changer d'avis en cours de route et d'y arriver. Mais se poser les bonnes questions. Ouais. Se poser les bonnes questions, puis se les reposer régulièrement parce qu'elles changent tes réponses. Oui, absolument. À 25 ans, tu as une set de réponses, puis à 35 ans, tu en as un autre. T'sais. Beaucoup de crises, la trentaine, la quarantaine. Oui, des crises ou pas forcément, ou des changements de priorité, des choses que tu dis, bah, tu sais, moi, le conseil à la acquisition, j'ai fait comme tic, je l'ai fait. J'ai adoré ça, c'était hyper challengeant. J'ai des histoires de fous, tu sais, j'en ai fait je commençais le lundi matin, je finis le mardi soir et j'ai pas dormi et je suis restée au bureau. J'en ai des histoires comme ça, j'en ai plein. De dormir 2 heures sur le canapé du café au bureau et pas rentrer chez moi. J'en ai plein d'histoires comme ça, avec des horaires de dingue, des trucs de fou, voyager aux États-Unis depuis l'Angleterre pour faire des deals et tout. J'ai adoré, j'ai tick the box. Mais après ça, je me suis dit, OK, 4 ans, ça suffit, je ne fais pas ça autre chose. Ouais. Ben justement, j'aimerais ça qu'on brise un peu ce mythe-là du conseil, puis du succès, puis tout ça, puis qu'on aille dans notre section briser le mythe. Okay. Où est-ce qu'on va briser vraiment 3 mythes. Donc sur l'impact, l'économie sociale, le leadership et finalement le conseil. Okay. Donc, c'est quoi selon vous le plus grand mythe sur l'économie sociale? Et en quoi? Il y en a plein. C'est quoi le plus grand? Ouais, je vais essayer. Que c'est moins professionnel ou que c'est moins exigeant au niveau professionnel, qu'il n'y a pas de rentabilité, alors que c'est l'inverse, il faut qu'il y ait une rentabilité, et que c'est cheap, entre guillemets. Voilà, c'est un peu ces 3 mythes-là, j'ai répondu 3, je sais, tu m'as demandé 1, mais ils sont un peu liés. Okay. C'est-à-dire que c'est un peu ce côté où l'économie sociale est un sous-modèle de l'économie. Ça, c'est un énorme mythe. C'est complètement faux. Okay. Je veux dire, je prends l'exemple de Resto Plateau, où j'ai travaillé 6 ans comme directrice générale. Si le traiteur de Resto Plateau, il n'était pas aussi bon qu'un traiteur Inc., tu sais, tu ne peux pas arriver avec ton traiteur 1 heure de retard pour le buffet, et c'est froid, et c'est pas bon. Désolé, mais vous comprenez, c'est parce qu'on est dans l'économie sociale. Ouais. Les clients, on les aurait plus au bout de 2 secondes et demie. Donc, c'est les mêmes exigences que l'économie dite classique. Ouais. Ça, c'est un énorme... Donc, il faut être aussi professionnel. La concurrence, c'est la même. Il faut réussir pareil. Voilà. OK, très cool, merci. OK, ensuite, c'est quoi le plus grand mythe sur le leadership? Oh my God, il y en aurait sûrement beaucoup. Mais je vais te dire ce que... Je ne sais pas si c'est le plus grand mythe, mais c'est celui qui me parle peut-être à moi le plus. Ouais. J'essaie de choisir là pour pas encore en sortir 3, mais je te dirais peut-être, je pense que le plus grand mythe c'est que entre guillemets c'est pour tout le monde. Enfin en fait que n'importe qui peut, qui a fait des études, par exemple que n'importe quel étudiant qui sort de HEC peut devenir un leader et qui peut devenir un bon leader. Ouais. Et ça aussi je pense que c'est important. Moi, je connais des collègues de promo qui ont choisi dans leur carrière de devenir des experts dans un domaine et donc de ne pas devenir des managers, parce que ça ne leur correspond pas et ils ont fait un bon choix. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça, en fait. Donc, si ce n'est pas tout le monde qui aime ça, ce n'est pas tout le monde qui va être bon et ce n'est pas tout le monde qui devrait. Et donc, on devrait aussi, dans les entreprises, avoir des parcours de carrière qui n'obligent pas, pour monter ou pour se développer, d'avoir de la gestion de personnes. On devrait avoir des parcours de carrière où tu peux devenir l'expert, je ne sais pas moi, en finance de telle chose et tu n'encadres pas d'équipe. Alors que là, on est un peu dans un modèle où si tu veux grimper dans le sens de te développer, acquérir, tu dois gérer une équipe et on se retrouve avec des mauvais managers. Ouais. Mais toi, moi, j'ai un peu le même sentiment. Puis quand je regarde des applications de postes, puis tout ça, puis je vois souvent que les postes plus techniques, c'est souvent, ça demande des baccalauréats en ingénierie.
et non en administration. Donc, des fois, je me sens un petit peu restreint aussi là-dessus. vrai. Puis je pense que c'est Je peut-être comprends, le cas d'autres personnes. mais bon, je sais pas moi, un expert en montage financier de je sais pas quoi, il pourrait très bien être dans une équipe finance directeur de quelque chose ou spécialiste de quelque chose avec un gros poste parce que beaucoup de responsabilités, un poste très, très pointu, etc., sans manager une équipe. Donc, c'est ça. Je pense que c'est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est un mythe, mais c'est un peu une erreur de dire, à partir du moment où tu as étudié en commerce, bah, tu vas devenir un leader. Okay. Je ne pense pas que tout le monde soit apte, parce que tout simplement, il faut aimer ça. En fait. Moi, je dis toujours, quand je fais des formations au leadership, la première chose à faire pour être un bon leader, c'est d'aimer ça. Ouais. Mais si tu n'aimes pas ça, tu n'as aucune chance d'y arriver parce que ça va. Si c'est pas ton truc, quoi. Mais justement, pensez-vous qu'il y a des gens qui se forcent à aimer ça? Oui, complètement, plein. Trop. Vraiment. Mais oui, beaucoup trop. Parce que c'est rare que du coup, ils y arrivent vraiment à être vraiment bons. Mais oui, ils se forcent parce qu'on leur dit, bah, ok, ça fait 2 ans que tu es à tel poste, si tu veux progresser, il faut que tu sois le responsable de l'équipe. Mais ça le tente-tu, la personne, d'être responsable? C'est plus le même métier rendu là. Non, c'est ça. Puis autre que le fait d'aimer ça, y a-t-il une qualité que vous diriez qui fait un bon leader versus un mauvais leader? Y a-t-il des choses genre spécifiques ou c'est vraiment juste ça dépend de la personne? Il y en a plein, mais je vais t'en donner une. La capacité à se remettre en question. Okay. La capacité à travailler sur soi, à se remettre en question, à vouloir avoir vraiment envie de progresser, de se remettre en question. Moi, je me fais coacher, ça fait longtemps que je me fais coacher. C'est un métier où on n'a jamais fini d'apprendre et on n'est jamais assez bon. Et il faut tout le temps s'adapter à une nouvelle équipe, à une nouvelle personne. Il faut tout le temps travailler sur toi. Donc, au-delà de toutes les compétences qu'on aurait pu sortir, l'empathie, l'écoute active, bon, ok, on aurait pu sortir plein, mais tout ça, ça se travaille et ça se développe à condition d'avoir envie de le faire. À condition d'avoir envie de travailler sur soi, de se remettre en question, de se dire, OK, comment je peux devenir un meilleur leader, comment je peux progresser. Ça, c'est fondamental à mon avis. Ouais, cool. Parfait. Puis, on va passer au troisième mythe. C'est quoi le plus grand mythe sur le conseil? Donc, un peu comme je te disais tout à l'heure sur le manque d'humilité, je pense que le plus grand mythe, c'est de dire, j'ai fait 3 ans de conseil, je suis the star et maintenant tout le monde devrait vouloir m'embaucher et je peux tout faire. Je pense que ce qui est par contre quand même assez souvent vrai, c'est que c'est tellement quand même intense que, tu sais, en termes déjà de quantité d'heures souvent quand même, et puis d'intensité des heures, que, tu sais, on dit souvent 3 ans de conseil, ça équivaut à 6 ans d'expérience dans une entreprise hors conseil, dans un poste, voilà. Ça, moi, en tout cas dans mon expérience, c'est assez vrai. C'est-à-dire que les 4 ans de conseil que j'ai fait, moi, j'ai eu l'impression que ça en valait en termes d'expérience acquise peut-être 8. Par contre, après, l'expérience, c'est bien, mais comment tu le transformes et comment tu l'utilises après. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention à rester humble et à dire, OK, oui, tu as fait 3 ans de conseil, tu as peut-être été sélectionné par, je ne sais pas moi, McKinsey ou Bain ou Boston Consulting Group. Super, c'est vrai que c'est très sélectif, c'est super. Mais ça ne suffit pas à démontrer ta valeur après, là. Genre, OK, maintenant, continue ta carrière, puis tu as des choses encore à apprendre, puis, et puis il y a plein de gens qui ne sont pas passés par là et qui en savent beaucoup plus que toi. Donc, voilà. Parce que ça serait peut-être ça le mythe. Oui, le mythe que les consultants ils travaillent beaucoup, c'est pas un mythe. Alors, moi, dans mon expérience, c'est pas un mythe, mais c'était il y a longtemps et c'était en Angleterre. Ouais. Je connais quelqu'un qui a été associé chez Deloitte ici et à Paris. Okay. Elle m'a dit, assez proche, enfin, elle a passé de l'un à l'autre. Elle, c'est une Québécoise et elle m'a dit quand même à Montréal, on bosse beaucoup moins qu'à Paris. Tu vois, nous, je pense que j'avais l'impression que les Français, ils travaillaient un petit peu plus, ils travaillaient un peu moins parce que j'avais l'impression qu'ils prenaient beaucoup de pauses et tout. Ouais, ça, c'est un mythe. C'est un mythe, OK. Non, pour vrai, c'est vrai que la pause lunch en France, elle est plus longue, mais les horaires, enfin, on travaille beaucoup plus en France qu'ici. C'est très compétitif Vraiment. aussi, je pense. C'est très compétitif, il y a un équilibre conciliation travail-famille qui est vraiment pas le même, une pression qui est mise, justement une pression qui est mise sur le succès plus forte, je pense, par rapport à, faut que tu travailles. Moi, le soir, quand j'étais petite, mes parents, ils rentraient jamais avant 20h. C'est normal, ça, c'est quand tu fais du business. Donc, moi, je vais chercher, pas tous les jours, mais souvent mes enfants à l'école. Donc, et c'est clairement parce que je suis à Montréal. Okay. Donc, voilà. Mais le mythe de le consultant travaille beaucoup, c'est pas trop un mythe. Non, je crois pas. Bon, mais c'est correct. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont super motivées par ce genre de mandat-là aussi, donc je pense que ça compense si tu aimes ton travail, évidemment. Super.
C'est quoi les valeurs qui guident vos décisions professionnelles? C'est vraiment une bonne question. C'est sûr que quand je suis dans un rôle de directrice générale d'un organisme, les valeurs qui vont guider mes décisions, c'est les valeurs de l'organisme. OK. Eh oui, c'est pas les miennes. Non. Parce que je suis... Après, si j'ai choisi ce poste-là, C'est c'est ça. parce que je suis alignée. Et si je Ouais. n'ai pas choisi, c'est parce que je ne suis pas alignée. Mais chez Resto Plateau, les valeurs, c'était l'engagement, la solidarité. Donc, c'est les valeurs de l'organisation qui doivent guider mes décisions comme directrice générale, pas mes valeurs individuelles. Donc, mes valeurs individuelles guident mon choix d'aller travailler à un endroit ou à un autre. Voilà. Ouais. Ensuite, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ou... Oui, absolument. Ouais. Oui. Donc après, c'est ça. Après, les valeurs, chez Resto Plateau, par exemple, quand j'ai pris le poste de directrice générale, les valeurs n'avaient jamais été définies, alors que l'organisme existait depuis vraiment très longtemps. Et on les a définies en équipe, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit, je pensais que ça serait relativement court de définir des valeurs. En fait, non, ça a pris presque 1 an, à coup de réflexion, de séminaires, aussi parce qu'on ne faisait pas que ça, on s'entend, on n'avait pas que ça à faire. Mais ce processus-là a été extraordinaire. Okay. Et ces valeurs-là, ensuite, elles ont été et elles sont encore incarnées réellement. C'est facile à définir des valeurs en 2 secondes, puis tu viens sur ton site, mais absolument. Elles étaient incarnées dans toutes nos décisions. On réfléchissait vraiment, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est aligné avec nos valeurs? Comment est-ce qu'on peut encore plus être aligné avec nos valeurs dans nos comportements quotidiens ou dans nos interactions avec les bénéficiaires de nos services ou avec nos clients? Et ça, c'est vraiment cool d'avoir pu les définir en équipe parce qu'après, forcément, tu les as définis en équipe, donc tu te sens forcément à l'aise avec. Voilà. Puis après, moi, j'ai mes valeurs personnelles. Et comme je te disais, mes valeurs personnelles, elles me guident surtout dans mes choix d'emploi, en fait. Oui, exactement. Ou de milieu dans lequel je vais travailler. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez compris, selon moi. C'est que si tu veux vraiment être accompli, c'est important de regarder les valeurs de l'organisation dans laquelle tu t'en vas travailler parce que sinon, c'est sûr que tu ne vas peut-être pas être d'accord avec les différents membres de ton équipe et tu vas avoir des différends avec les valeurs de l'organisation. Puis ça, c'est difficile à savoir avant, par exemple. Parce que tu as les valeurs qui sont inscrites sur le site. Oui. Trouvez-vous qu'il y a un désaccord des fois entre les valeurs qui sont affichées? Puis Souvent. Okay. Souvent. Après, ça ne veut pas dire que c'est... Tu peux avoir un manager dans une boîte qui ne va pas être aligné avec les... Mais sauf que si c'est le tien, ça t'impacte pareil. Peut-être que c'est une exception, ce manager-là, dans toute l'organisation, mais si c'est ton manager, ça va t'impacter. Ouais. Oui, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont vraiment consacrer du temps à réfléchir à leurs valeurs puis les mettre à comment elles les mettre en œuvre au quotidien. Donc oui, je pense qu'au-delà du métier, au-delà du secteur, il y a les valeurs. Mais moi, je peux te dire que chez KPMG, les valeurs étaient géniales. Et que, voilà. Et donc, attention, hein, moi, on n'est pas du tout en train de dire les grosses boîtes privées, non. Valeurs nulles et l'économie sociale, non, pas du tout. Pas du tout. Et dans l'économie sociale, il y a aussi des organismes qui ne sont pas toujours... voilà. Ouais. Mais non, moi, si je suis aussi restée chez KPMG, c'est parce que, et que j'ai fait ces années-là, c'est parce que vraiment, on y était bien, quoi. Moi, on y était bien traités, les valeurs étaient au bon endroit. Après, dans les valeurs, il y avait aussi le fait que c'était compétitif. Oui, les valeurs, c'est de travailler. Oui, d'accord, OK. Ouais. Bon, de donner le meilleur de soi et un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Ouais. Moi, à l'époque, à l'âge que j'avais, puisque ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'étais alignée avec ça. Super. Parfait. J'aimerais bien qu'on parle un peu vraiment du milieu de l'économie sociale et de tout ce qui est impact social en entreprise, en affaires. Pensez-vous que c'est un milieu qui a beaucoup d'avenir? Oui. Oui. Là, tu prêches une convaincue, là. Oui, c'est ça. Je sais que vous pourriez m'en parler longtemps. Ah, donc, oui, moi, je pense que c'est le modèle d'avenir. Okay. Moi, je pense que on ne peut pas, comme société, avoir un modèle économique d'un côté qui a des impacts sociaux et environnementaux négatifs, et ensuite avoir des OBNL ou le gouvernement ou des citoyens qui essayent de réparer ce que le modèle économique fait comme damage. Je crois que on le voit là. Ouais. On n'y arrivera jamais, c'est David contre Goliath. Okay. Donc je crois qu'il n'est pas question non plus d'arrêter, alors même si on parle aussi de décroissance, de choses comme ça, d'accord, mais il faut quand même qu'on produise des biens, des services, qu'on cultive, qu'on mange. Donc
l'économie, c'est absolument indispensable à comment on fonctionne. Donc je crois que l'économie sociale, c'est le modèle qui permet de dire faisons ce qu'on a besoin de faire au niveau économique, donc produire des biens utiles si possible, plutôt que des choses pas utiles, manger, boire, avoir des loisirs, sortir, se divertir, s'habiller, tout ça. Mais faisons-le non seulement en n'ayant pas d'externalités négatives, c'est-à-dire non seulement en n'impactant pas négativement, socialement et environnementalement notre environnement, mais même en le réparant. Très cool. J'en suis convaincue que c'est... Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça, je ne sais pas. Mais je suis convaincue que c'est le modèle qui répond à tous nos enjeux, ou peut-être pas tous, mais à nos enjeux économiques et à nos besoins économiques, mais aussi à nos enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Absolument convaincue. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent de plus en plus conscience aussi dans le milieu des affaires particulièrement. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, qui justement ils parlent de ça, puis ils disent et à même quel du point social washing, de plus en plus. Exactement. Fait que, c'est quoi les grosses tendances que vous voyez? Qu'est-ce que avez-vous des choses? C'est quand même une bonne nouvelle, parce que si des entreprises privées se disent pour faire mon marketing, ma vente et tout ça, il faut que je dise que je suis vert et que je suis social, alors que ce n'est pas vrai. La bonne nouvelle de ça, c'est que ça veut dire que les consommateurs, les clients, les fournisseurs, ou même les employés qui voudraient, portent de plus en plus d'attention à ces arguments-là. Donc ça veut dire, moi je le prends quand même comme un élément du fait que la société est en train d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Maintenant, ce que ça veut dire concrètement, puis ça on l'a vécu à Resto Plateau, puis j'ai été aussi sur le conseil d'administration du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, puis c'est des sujets dont on parlait. Ça veut dire qu'il va falloir plus prouver. C'est-à-dire que l'économie sociale va devoir encore plus prouver qu'avant son impact et de meilleure façon, puisque les autres commencent à marcher sur les plates-bandes et que c'est faux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure de l'impact, qui est un de mes sujets de prédilection, elle devient absolument critique. Peut-être qu'avant, ou il y a 10 ans, tu pouvais dire « je suis un organisme à but non lucratif de l'économie sociale, donc j'ai un impact ». C'est plus suffisant. Donc ça veut dire que... Et là, on parle de quoi? De mesures de performance, de KPIs, de tableaux de bord. C'est ça dont on parle. Donc on parle d'outils business. Très. On a besoin de sortir la mesure de l'impact, de dire « ok, je sais pas, c'est quoi ton impact sur la réinsertion? C'est quoi ton impact sur les personnes? Et comment tu le détermines? Et tu t'es donné quoi comme objectif? Et tu le suis comment dans le temps? Et ça évolue. Tu sais, un tableau de bord d'impact social. Donc je pense que, voilà, deux choses. Un, ça démontre quand même que les consommateurs, les citoyens, etc., sont de plus en plus vigilants. Ça, c'est bien. Mais ça va mettre une pression accrue. C'est en train de mettre une pression accrue sur ceux qui le font vraiment, l'impact social ou l'impact environnemental, pour améliorer leurs mesures de l'impact, des outils de gestion, de la mesure, des KPIs, des données, de la data, pour pouvoir qu'on puisse facilement faire la différence entre ceux qui disent qu'ils le font et qui ne le font pas et ceux qui le font vraiment. Y a-t-il un projet que vous avez fait qui était vraiment particulièrement fort au niveau de l'impact ou qui vous a particulièrement plus touché parce que sa nature ou son impact? Ou vous diriez que c'est équivalent, ça peut être aussi une réponse que chaque projet... chaque projet est différent, mais c'est sûr que dans l'insertion sociale et professionnelle, donc il y a une quarantaine d'entreprises d'insertion à travers le Québec. La Renaissance en est une que beaucoup de gens connaissent. Insertec aussi souvent est assez connu. Resto Plateau en est une aussi. C'est quand même des centaines et des centaines de personnes qui passent par ces entreprises-là à chaque année. En fait, je pense je n'ai pas les chiffres, mais peut-être qu'on est proche du millier aussi là, qui passent d'une situation d'éloignement important de l'emploi, avec toutes les conséquences que ça a, évidemment financières, évidemment sur la santé, les enfants, la famille, mais aussi l'estime de soi, tout ça, à retrouver un travail. C'est un impact là. Chaque individu compte là, dans l'impact que tu as. Il est énorme. Après, je pourrais te donner d'autres exemples aussi. Moi, à Resto Plateau, un exemple, quelque chose qui m'a vraiment quand même beaucoup marqué, c'est la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale canadienne. Donc, il y a 3 ans maintenant, on a signé un contrat très important avec l'Agence spatiale canadienne pour gérer la cafétéria de l'agence, donc qui se situe à Longueuil, et être leur traiteur. Donc on a déjà, c'est cool, on a déjà servi des bouchées à David Saint-Jacques et d'autres. Et j'ai des photos, c'était très sympa, des photos souvenirs. Donc ce contrat-là, c'était un contrat économique.
Okay, le but, c'était économique. Sauf que quand on a signé le contrat, et voici comment l'économie sociale fonctionne. On a visité la cuisine avec donc, Sophie, qui est aujourd'hui la directrice générale de Resto Plateau, qui était à l'époque la directrice de production, et on a vu la taille de la cuisine. La cuisine était immense, mais vraiment immense. Et en fait, on s'est dit, dans le contrat, on va dire à l'agence spatiale, autorisez-nous à utiliser vos installations, votre cuisine, etc., toutes vos installations, non seulement pour vous desservir, vous, donc votre cafétéria pour vos employés, vos événements traiteurs, ça, mais aussi pour faire de la sécurité alimentaire autour de vous. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir des contrats de sécurité alimentaire dans les écoles de Longueuil, autour de l'agence spatiale, pour nourrir des enfants qui ont, en partenariat avec la cantine pour tous, enfin la cantine à domicile, la cantine dans les écoles, je veux dire, la cantine pour tous, pour nourrir des enfants à très 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 bas prix, donc à partir de $1 le repas, dans des écoles extrêmement défavorisées. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est ce double truc. C'est tu signes un contrat majeur au niveau économique, en plus très valorisant, très tu sais, l'agence spatiale canadienne, c'est pas rien, là. Non, donc très très bon pour justement l'image que l'économie sociale est capable de signer des contrats comme ça. Est-ce que ça, vous le recommuniquez par après? On essaye, oui. On essaye. C'est parce que c'est bon pour, au-delà de Resto Plateau, c'est bon pour l'ensemble de l'économie sociale, de montrer le professionnalisme des entreprises d'économie sociale, que c'est le même qu'ailleurs. Oui. Mais à chaque fois, c'est comme comment je peux maximiser, comment je peux, c'est pas tu fais de l'économique, puis s'il te reste des sous à la fin de l'année, tu fais un don. Non. C'est pas ça l'économie sociale. Non. C'est d'arrimer les deux. Tant qu'à avoir des chefs qui travaillent là, tant qu'à avoir accès à une cuisine, je peux-tu aussi préparer des repas à $1 pour des enfants juste à côté de l'école défavorisée? Oui, good. Et évidemment, l'agence spatiale, ils ont dit oui. Ils ont trouvé ça génial de dire, c'est le fédéral, donc c'est de l'argent public. Ouais. Ils ont dit, bah oui, comme, si on peut en plus faire ça. Donc ils ont dit oui, et depuis ça se fait, depuis maintenant 2 ou 3 ans. Wow. Donc voilà, ça c'est des exemples de choses qui m'ont marqué, c'est quand on arrive vraiment à lier un succès économique avec une augmentation de l'impact social. Parce que justement, l'économie sociale, c'est de l'économie au final. C'est de l'économie. Puis c'est pas juste... Mais sauf que ça doit, encore une fois, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ça doit être un moyen. Donc là, je trouve qu'on l'a parfaitement bien fait, c'est-à-dire qu'on l'a fait en se disant, nouveau contrat, significatif quand même, mais on va pas se contenter. On aurait pu dire, c'est bien, on va prendre les bénéfices de ce contrat-là et on va les réinjecter dans nos activités sociales qu'on existait déjà. Ouais. Mais non, on s'est dit, tant qu'à être sur la rive sud, c'est nouveau. Y a-t-il des besoins alimentaires sur la rive sud? Il y a des écoles, parfait. Puis on l'a fait en partenariat avec la communauté parce que ça aussi, c'est l'économie sociale, c'est d'agir en concertation avec les acteurs. Ouais. Donc on a appelé la cantine pour tous, on leur a dit, y a-t-il des écoles dans le coin? Oui, il y en a, c'est lesquelles? Ils ont-ils des besoins? Oui. Voilà. Donc c'est le mix des deux au service de l'impact social, quoi. Oh, très cool. Tu vois, moi, personnellement, je trouve ça vraiment intéressant. Et je me dis, il y a probablement d'autres gens qui écoutent présentement puis qui se disent que c'est très intéressant aussi. Si vous aviez un conseil pour un étudiant qui est à HEC présentement, qui veut se lancer dans l'économie sociale, qui ne sait pas par où commencer, mais qui trouve ça, que c'est vraiment un beau milieu, quel conseil auriez-vous pour cet étudiant-là? Tu sais, l'économie sociale, c'est un modèle d'affaires. Ouais. Mais ensuite, il y a des métiers. Donc, en fait, il faut quand même avoir à la base un métier. Parce que, alors, à moins que tu veuilles être entrepreneur social, c'est-à-dire lancer de toutes pièces une nouvelle activité sous forme d'entrepreneuriat social, si tu veux rejoindre une structure existante, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des offres d'emploi, puis il y a des métiers. Donc, il faut d'abord choisir un métier. Enfin, si tu vas taper à la porte de Resto Plateau ou à la porte de Renaissance ou de ProPrêt, ils vont te dire, d'accord, mais qu'est-ce que tu sais faire en fait? Donc, il faut de l'expertise. Donc, il faut un métier. Alors, de la finance, il y a tous les métiers. Mais pensez-vous que c'est un domaine où on peut justement aller chercher cette expertise-là ou vous pensez que peut-être ailleurs, il y a plus d'opportunités? Oui, bien sûr, mais il va falloir quand même que tu décides, je fais HEC, à la fin d'HEC, je m'oriente en, je sais pas moi, finance. OK, après, tu vas regarder les postes d'analyse financière dans l'économie sociale, il y en a. Okay. Ou alors, tu dis, non, moi, c'est les ressources humaines. Et après, parce qu'a priori, personne ici va être travailleur social. Non. Voilà. Ce matin, j'étais à l'UDM dans un cours en travail social pour parler de l'insertion. Là, c'est pas pareil. Là. Donc, nous, on est des gens de business, on est des gens avec des... Il y a des postes en marketing, il y a des postes en com, il y a des postes... Donc, il faut d'abord choisir un métier. Après, est-ce que tu vas tout de suite dans l'économie sociale ou est-ce que tu passes par une autre voie d'abord? Ça, c'est assez personnel. Ça va dépendre aussi des opportunités. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait du privé pendant 10 ans avant d'aller dans l'économie sociale.
Mais ce n'était pas un choix dans le sens qu'à l'époque, je n'avais pas l'économie sociale dans mon Non, champ de c'est vision. ça. Donc voilà. Pensez-vous que c'est quelque chose qui vient un petit peu plus tard, des fois? Que les gens ils réalisent que Oui. c'est peut-être pas pour moi, puis là, ils font le switch? Oui, Ouais. ça peut, puis il n'y a pas de problème avec ça. Je te dirais que c'est un tout petit peu plus difficile, je vais être honnête, à faire dans l'autre sens. C'est-à-dire Ouais. que quand tu as fait 10 ans dans des organismes à but non lucratif, 10-15 ans, retourner dans le privé après ça, comme il y a encore malheureusement un peu l'image que l'économie sociale, c'est une coche en dessous Ouais. au niveau de la professionnalisme, ce qui est faux, Mhm. bah, c'est un peu plus dur de le faire dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça se fait, mais c'est sûr que, tu sais, moi, quand je me rappelle quand je suis arrivée chez ARS comme directrice financière et que mon expérience venait de l'Angleterre et du conseil en fusion et de l'audit, on m'a quand même regardé bizarrement au début. Il a quand même fallu que... J'ai eu le job, là, mais il a vraiment fallu que j'explique que j'avais des valeurs, là. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais Ouais. il a fallu que ça s'est fait assez vite, mais il y en a qui avaient un peu peur, quoi, Ok. dans mon équipe en particulier. Voilà. Comment vous avez brisé ces barrières-là, concrètement? Bah, avec vous? je l'ai brisé en étant moi-même et en étant à l'écoute, en m'intéressant aux gens et en n'arrivant pas justement avec bah, moi je viens de la fusion-acquisition donc je vaux mieux Donc, que je sais les tout. autres. Enfin voilà, donc Ouais. je l'ai fait naturellement en étant moi-même, mais voilà, c'est pour dire que on peut commencer sa carrière dans l'économie sociale, tout à fait, mais il faut d'abord avoir décidé de ce qu'on veut faire comme contenu, en fait. Ouais. Super. Voilà. Ah, mais merci beaucoup. Merci C'était beaucoup, vraiment merci apprécié pour de vous l'invitation. recevoir aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont vraiment se rejoindre à votre message puis à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est des super belles valeurs. Puis je pense que les valeurs, c'est super important dans le milieu des affaires si on veut que ce soit un milieu qui reste durable et qui reste aussi accessible à tout le monde. Donc voilà. Sur ce, Merci beaucoup. merci beaucoup.